Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui nous allons parler de la possibilité d'une escalade en troisième guerre mondiale du conflit Iran-Israël. Tout le monde sait qu'Israël est soutenu par les États-Unis et leurs vassaux, c'est-à-dire l'OTAN, et que l'Iran est soutenu par la Russie, la Chine et potentiellement le reste des BRICS. Certains alliés de longue date d'Israël néanmoins commencent à prendre leur distance avec Israël à cause des accusations de génocide sur le peuple palestinien portées devant la Cour de justice internationale. Alors le doute commence à s'installer. Abonnez-vous à la chaîne les amis et activez la cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos. C'est crucial en cette forte période de vous savez quoi. Je remercie également toutes les personnes qui m'aident financièrement sur Tipeee et me permettent de produire des vidéos comme celle-ci. Merci vraiment à vous tous. Alors on va commencer de suite avec un petit récapitulatif du conflit. Pour ceux qui l'auraient raté, le 1er avril de cette année, Israël a bombardé le consulat iranien à Damas en Syrie. Nous savons que cette attaque est le fruit du désespoir et que le régime israélien se trouve dans une situation très difficile, pris dans sa crise interne et dans la guerre à Gaza. Une ambassade est considérée comme faisant partie du territoire d'un pays, donc il devrait y avoir une réponse ferme à cette attaque. Une attaque contre la section consulaire de l'ambassade iranienne en Syrie. Elle a complètement été soufflée, tout comme de nombreuses voitures aux alentours. Nous exprimons nos condoléances aux victimes et notre tristesse pour ces frappes injustifiées contre une représentation diplomatique. Et nous avons bien l'intention de poursuivre les relations syro-iraniennes fondées sur la morale et les valeurs. Parmi les victimes, des conseillers iraniens, des membres des Pasdaran, les gardiens de la Révolution, et 2 commandants de l'organisation paramilitaire. Ils appartenaient à la force Quds, qui veut dire Jérusalem en arabe, une unité d'élite chargée des opérations extérieures. L'ambassadeur iranien en Syrie n'a pas été blessé. Selon lui, 6 missiles auraient été tirés par des chasseurs F-35 depuis le plateau du Golan. L'entité sioniste sait très bien que de tels crimes ne resteront pas sans réponse. Alors le nombre de morts au consulat est monté à 16 personnes comme nous allons le voir un peu plus tard et l'ambassadeur d'Iran avait raison. La réponse iranienne n'allait pas tarder dans la nuit du 13 avril. Plus de 200 projectiles interceptés en direction d'Israël. Tout commence aux alentours de 23h hier soir, quand l'armée israélienne annonce être la cible d'une attaque de drones lancée depuis l'Iran. Nous surveillons actuellement la menace dans l'espace aérien. Cette attaque aura besoin de plusieurs heures avant d'atteindre le territoire de l'État d'Israël. Quelques minutes plus tard, elle est confirmée par la télé iranienne. Le corps des gardiens de la révolution islamique a lancé une attaque de grande ampleur contre les territoires occupés il y a quelques minutes. Israël, puis plusieurs pays de la région comme le Liban et l'Irak, ferment alors leur espace aérien. Et une réunion d'urgence est organisée par le président américain Joe Biden, de retour en urgence à la Maison-Blanche. Je viens de rencontrer mon équipe de sécurité pour faire le point sur les attaques de l'Iran contre Israël. Notre engagement envers la sécurité d'Israël contre les menaces de l'Iran et de ses mandataires est à toute épreuve. En Europe, tour à tour, le Royaume-Uni, l'Allemagne puis la France affichent leur soutien à l'État hébreu. La France condamne avec la plus grande fermeté l'attaque déclenchée par l'Iran contre Israël. En décidant d'une telle action sans précédent, l'Iran franchit un nouveau palier dans ses actions de déstabilisation et prend le risque d'une escalade militaire. 1 heure plus tard, les premières sirènes d'alerte retentissent au nord d'Israël, puis à Jérusalem et Tel Aviv, où des dizaines de détonations sont entendues dans le ciel. Une situation suivie en temps réel par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et ses proches collaborateurs depuis une pièce bunkerisée. Le régime iranien a tiré un essaim massif de plus de 200 drones tueurs, missiles de croisière et missiles balistiques en direction de l'État d'Israël. Nous en avons intercepté la grande majorité, mais plusieurs missiles iraniens sont tombés à l'intérieur du territoire israélien, causant des dommages mineurs à une base militaire, sans faire de victimes. À la demande d'Israël, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU doit se tenir ce dimanche. Et cette réunion au Conseil de sécurité de l'ONU s'est présentée ainsi. L'Iran a attaqué Israël depuis son propre territoire souverain, publiquement et fièrement. Le masque est tombé. L'opération iranienne s'inscrivait entièrement dans l'exercice du droit inhérent de l'Iran à l'autodéfense. Israël et l'Iran se sont renvoyés la balle lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. S'accusant mutuellement d'être la principale menace pour la paix au Moyen-Orient. Israël a convoqué cette réunion d'urgence après l'attaque lancée ce week-end par Téhéran.
Aujourd'hui, le Conseil doit agir, condamner l'Iran pour sa terreur, désigner le corps des gardiens de la révolution iranienne comme une organisation terroriste. Il faut agir maintenant, non pas pour le bien d'Israël, non pas pour le bien de la région, mais pour le bien du monde. Arrêtez l'Iran aujourd'hui. L'Iran, de son côté, justifie cette attaque en invoquant son droit à s'auto-défendre. Après la frappe du 1er avril contre son consulat à Damas, l'Iran accuse Israël d'être à l'origine de cette attaque en Syrie. Israël n'a ni confirmé ni démenti cette frappe qui a coûté la vie à 7 membres des gardiens de la révolution. Ces pays, en particulier les États-Unis, ont exonéré Israël de toute responsabilité dans le massacre de Gaza, alors qu'ils ont nié le droit inhérent de l'Iran à l'autodéfense contre l'attaque armée israélienne contre nos locaux diplomatiques. Ils ont en même temps honteusement justifié le massacre et le génocide israélien contre le peuple palestinien sans défense, sous le prétexte de l'autodéfense. La plupart des membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé à la retenue. Le Moyen-Orient est au bord du précipice. Les populations de la région font face à un vrai danger de conflits généralisés dévastateurs. C'est le moment du désamorçage et de la désescalade. C'est le moment de montrer une retenue maximale. Donc le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a conclu que c'était le moment de la désescalade et donc de calmer le jeu pour ne pas enflammer cette région et le monde. Faut juste rappeler que l'ONU n'avait pas condamné la destruction du consulat iranien avec ses 16 morts. Donc là, ils essayent éventuellement de se racheter. Bref, on passe maintenant à un menteur professionnel. J'ai nommé Stéphane Séjourné, apparemment ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Comment vous qualifiez cette attaque? Vous la qualifiez d'inédite. Les Iraniens parlent d'une riposte à la frappe du consulat à Damas. Que dit Paris? Il ne faut pas inverser les responsabilités aujourd'hui. C'est les Iraniens qui ont attaqué Israël, notamment. Et puis, il faut voir aussi les choses. Je vous le disais, ça fait maintenant depuis 1979 que l'Iran a mis au cœur de sa diplomatie la haine contre Israël. Et donc, ce n'est pas nouveau. On a l'Iran qui est hostile dans cette région et nous nous préparons également dans toutes ces circonstances, à pouvoir œuvrer, et notamment à la sécurité de la région. Alors non, cher menteur, ce n'est pas l'Iran qui a attaqué Israël, c'est Israël qui a détruit un consulat iranien. Et l'Iran a donc riposté pour les meurtres de 16 de ses compatriotes et d'une attaque israélienne sur leur territoire. Encore une fois, les gars inversent les rôles, l'effet miroir pour semer la confusion, le même fonctionnement que le vautour qui va venir juste après, qui se nomme Bernard-Henri Lévy, apparemment philosophe. Joue à se faire peur, c'est même indécent d'avoir raisonné ainsi. Ce qui s'est passé cette nuit est immense, sans précédent. Il faut imaginer, je ne sais pas, notre pays attaqué sur l'ensemble de son territoire, des centaines de drones, des centaines de missiles, la terreur dans laquelle ont vécu toute la nuit les habitants d'Israël, tous les citoyens d'Israël, ces drones dont on disait qu'ils allaient arriver dans l'espace aérien israélien à telle heure. Vous imaginez l'état dans lequel ont été les enfants, les femmes, les hommes. Population déjà traumatisée, évidemment, et on reparlera. Population traumatisée par 7 octobre, retraumatisée par cette invasion aérienne. Cette fois-ci, c'est un événement considérable. Et oui, j'imagine, traumatisés comme les familles de Gaza bombardées par Israël. 33 000 morts déclarés pour l'instant, avec une famine qui s'installe car Israël ne laisse pas ou très peu passer les convois humanitaires pour apporter de la nourriture, de l'eau et des médicaments au peuple palestinien. Et écoutez Pierre Conessa, ancien administrateur civil au ministère de la Défense. Je suis toujours un peu surpris qu'on annonce l'Iran attaque Israël, parce que c'est Israël qui a attaqué l'Iran avec son consulat à Damas. Il y a eu 16 morts dans la frappe, et par une attaque aérienne. Donc, je veux dire, c'est pas les Iraniens qui ont décidé d'internationaliser le conflit, c'est Netanyahou. Or, la logique de Netanyahou, c'est justement l'internationalisation. C'est-à-dire que si effectivement il arrive à mettre la communauté occidentale au pied du mur, il peut continuer à massacrer à Gaza. On est en 33 000 morts à Gaza aujourd'hui. Donc, je veux dire, il faudrait faire attention à ce qu'on ne prenne pas fait et cause pour l'un des partenaires, parce qu'on a deux radicalismes face à face.
Et pour prouver le radicalisme de certains, il suffit d'écouter un autre poudré, j'ai nommé Bernard-Henri Lévy. Bien sûr que je redoute un embrasement, un élargissement de la guerre, et que je suis comme tout le monde, je souhaite que cette guerre, et à Gaza, et désormais en Israël et en Iran, s'arrête le plus tôt possible. Bien sûr. Mais escalade, ça veut dire quoi ? L'escalade, elle a eu lieu cette nuit. L'escalade, elle aura lieu dans 6 mois si l'Iran se sent enhardi par la mollesse de la réaction israélienne et par la mollesse de l'alliance occidentale avec Israël, malheureusement. Il y a des lois il y a des lois de l'histoire. Je vois pas comment Israël, franchement, pour la paix, pour faire en sorte que le cauchemar de la guerre s'arrête vite, je vois pas comment Israël peut éviter de riposter à ce qui s'est passé cette nuit. Voilà, donc selon ce charlatan, si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est clair que lui, son business, c'est la guerre. Il est sur tous les terrains pour la préparer, comme en Yougoslavie, la Libye, l'Irak, l'Ukraine et maintenant Iran, Israël. Et écoutez, un argument choc du général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre. Général, il ne fait pas de doute qu'il y aura d'une manière ou d'une autre une réponse de la part d'Israël ? Israël la veut. Il faut bien comprendre que nous sommes dans une machination qui a été lancée le 1er avril par Netanyahou. Netanyahou était en train de perdre la guerre au Hamas dans lequel il est embourbé. Netanyahou avait perdu le soutien de la population israélienne qui demeurait néanmoins favorable à la guerre au Hamas. Netanyahou avait totalement perdu le soutien de l'opinion publique internationale, dont les États-Unis, on le sait. Netanyahou avait un besoin absolu de recréer un soutien politique national et international derrière lui, s'il voulait d'une part être capable de rester aux affaires et d'autre part être capable de terminer sa guerre au Hamas. Donc il lui fallait une nouvelle guerre. Donc il a réalisé un acte tactique qui n'avait aucun intérêt stratégique, qui était la frappe du 1er avril dernier sur l'ambassade d'Iran en Syrie. Il savait que les Iraniens allaient riposter. Sa riposte est déjà prête. Il ne nous obéira pas plus qu'il n'a obéi ou suivi les consignes qui lui ont été données par... Ce que vous nous dites, général, ce soir, c'est que Netanyahou voulait cette confrontation ? Bien sûr, il la voulait. Pourquoi ? Expliquez-moi. Est-ce que quelqu'un est capable ici de m'expliquer pourquoi il aurait frappé le 1er avril, si ce n'est pour obtenir un résultat politique ? Il n'y a pas d'action militaire qui ne cherche un résultat politique. Le résultat politique qu'il cherchait, c'était la réunification de l'opinion publique israélienne derrière lui, et il a réussi depuis hier soir. C'était la réunification du soutien international derrière lui, et il a réussi depuis hier soir. Netanyahou a monté une machination qui a fonctionné. Votre question est comment va-t-il répondre ? Je n'en sais rien, mais en tout cas la riposte est prête depuis le 1er avril dernier, et il la fera. Je pense qu'il est aujourd'hui intégralement gagnant, parce que le 1er avril, ça a fonctionné, et qu'aujourd'hui, il va pouvoir riposter sans même qu'il y ait eu un blessé peut-être, mais un mort en Israël à la suite de l'attaque d'hier. Donc, riposte, il y aura, bien sûr, riposte violente, il y aura, bien sûr, et nous sommes, je dirais une fois de plus, piégés par le Premier ministre Netanyahou. Alors rien à ajouter, c'est clair, net et précis. Et que dire de la soi-disant attaque du Hamas le 7 octobre ? Je vous laisse me donner vos avis dans les commentaires ci-dessous. Allez, on repasse au Charlot, pseudo-philosophe dont le seul métier c'est va-t'en guerre. Les Israéliens, Israël est un pays démocratique. C'est un pays dont les généraux font la guerre sans l'aimer, dont les officiers n'ont qu'une idée quand ils sont contraints à la guerre, c'est de revenir à leur labour ou à leur jardin ou à leur start-up le plus vite possible. Ils n'ont pas besoin qu'on les invite à la retenue. La culture de la retenue et la culture de la non-escalade, elle est dans l'ADN de l'armée israélienne. Maintenant, si la retenue, ça veut dire ne rien faire et attendre la prochaine frappe iranienne qui, cette fois-ci, sera dotée de têtes nucléaires, je vous le répète, on est à un cheveu de l'enrichissement de l'uranium nécessaire pour faire des armes nucléaires. Et une fois que l'enrichissement est à ce point-là, il faut quelques mois
pour équiper les missiles de têtes nucléaires. Ouais, donc les soldats israéliens sont des enfants de cœur qui aiment bien jardiner selon cette atrophiée de la conscience. Pareil, laissez-moi vos commentaires ci-dessous et on repasse à séjourner le fameux sinistre de l'intérieur français. Nous avons pris nos responsabilités parce que nous sommes un acteur de la sécurité régionale. Il faut que vos téléspectateurs le comprennent. Le nom, il s'adresse à l'idée que nous n'avons pas donc défendu Israël. Nous avons pris nos responsabilités parce que nous sommes acteurs de la sécurité régionale. Nous avons des bases en Jordanie, aux Émirats Arabes Unis notamment, et l'attaque iranienne ne mettait pas que en cause Israël, mais également porter atteinte à la sécurité de nos forces et violer l'espace aérien également de nos partenaires arabes, qui sont les Jordaniens et l'ensemble des pays arabes avec qui nous avons des accords. Et donc dans ce cadre-là, oui, nous avons agi en conséquence et nous avons participé à des actions d'interception notamment. Mais pas de défense directe de l'État d'Israël. C'était pas le positionnement français ce soir. Avec aujourd'hui les actions d'interception, j'en resterai là. Ouais, donc en gros, on a des bases militaires payées avec notre argent public pour assurer la sécurité d'Israël. Voilà où passent nos impôts. Pas d'argent pour nos services publics, nos retraites, l'assurance chômage, mais plein d'argent pour la défense d'Israël et de l'Ukraine. Et écoutez Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, ce matin, Emmanuel Macron a expliqué que la France a procédé à des interceptions donc de projectiles iraniens à la demande de la Jordanie. Et hier soir, sur le plateau de France 2, le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a précisé qu'il ne s'agissait pas en fait de défendre Israël, mais je cite, nous avons pris nos responsabilités comme nous sommes un acteur de la sécurité régionale. En gros, il dit qu'il refuse de dire que la France a défendu Israël. Est-ce que la France devait intervenir alors qu'elle n'a pas d'accord militaire avec Israël? Alors, le président de la République a essayé de faire la synthèse entre ces différentes positions ce matin, puisqu'il y a à la fois, comme vous l'indiquez, une dimension d'autoprotection, je crois que c'est le terme qui avait été employé. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie à ne pas le dire? Justement, l'ambiguïté diplomatique, elle est aussi là pour ça. Donc, autoprotection, parce que nous avons un certain nombre d'enclaves ou d'emprises militaires dans cette région, depuis Djibouti, en Irak, en Jordanie, dans les Émirats Arabes Unis. Donc, avec les Jordaniens, au service des Jordaniens, nous assurions une protection et qu'in fine, ce soit Israël qui, en l'occurrence, en ait bénéficié, c'est une chose. Que la France, dans sa rhétorique diplomatique, dans son discours diplomatique, dise que nous sommes intervenus, que nous sommes partie prenante à ceci, ça comporterait un inconvénient particulièrement grave. Ce serait de nous introduire dans ce cycle et dans ce risque d'engrenage d'action-réaction. La France n'a pas à être partie prenante dans cette logique-là, puisque notre rôle à nous, si on a à exercer une médiation, à exercer une influence, c'est de pondérer. Oui, mais pour pondérer, assurer une médiation, il faudrait d'abord expliquer aux Français pourquoi la France a des bases militaires dans cette région. Et écoutez le Poudré premier. Je suis frappé que vous disiez, Monsieur le Président, que vous êtes intervenu, que la France est intervenue à la demande des Jordaniens. Ce que vous voulez dire, c'est que vous n'avez pas fait ça en soutien direct d'Israël. On l'a fait tous en soutien, mais les Iraniens ont violé l'espace aérien de plusieurs pays. Et c'est pour simplement rappeler le cadre dans lequel nous intervenons. Vous savez, depuis maintenant plusieurs années, nous avons une base aérienne en Jordanie pour lutter contre le terrorisme. Et donc l'espace aérien jordanien a été violé par ces tirs. Nous avons fait décoller nos avions et nous avons intercepté ce que nous devions intercepter. Alors voilà, donc la France paye des fortunes pour faire respecter l'espace aérien jordanien. Et c'est quoi notre intérêt à nous, la France? Pourquoi on donne des millions d'euros et nos soldats pour faire respecter l'espace aérien jordanien? Et écoutez. Qui attaque qui? C'est-à-dire que l'Iran dit que c'est une réponse à l'attaque d'Israël contre leur consulat à Damas. Qui attaque qui? Aujourd'hui, Israël se protège. Et le fait générateur de cette situation d'ensemble, c'est l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre dernier. Dans ce contexte, il y a eu plusieurs interventions qui étaient liées à l'Iran. Et Israël, en effet, il y a plusieurs jours, a frappé en Syrie, à Damas, une emprise diplomatico-militaire iranienne. Les Iraniens ont répondu, mais ils ont répondu de manière, si je puis dire, disproportionnée, parce qu'au lieu d'aller toucher des intérêts israéliens en dehors d'Israël,
eh bien, ils ont été chercher Israël sur son sol, depuis leur sol, ce qui est une première. Voilà, donc en fait, pour être proportionné, selon ce Kakou, il aurait fallu que l'Iran bombarde une ambassade israélienne dans un pays étranger et tue 16 Israéliens. Là, ça aurait été proportionné. Mais d'attaquer des bases militaires en Israël qui hébergeaient les avions ayant attaqué le consulat iranien et faire 0 mort, alors là, selon ce Tartuffe, c'est totalement disproportionné. Bref, l'empire du mensonge. Et écoutez. Il y a une forme d'équilibre, si je puis dire, de la violence, pardon de le dire comme ça, qui existe dans la région de la même manière que on a depuis des semaines, et oserais-je dire depuis des années, des tirs qui se font, par exemple, entre le Hezbollah et le nord d'Israël. Eh bien, il y a des équilibres, certaines zones ne sont pas touchées. Là, pour la première fois, l'Iran a décidé d'envoyer des frappes depuis son sol, sur le sol d'Israël. Et c'est un changement, une rupture profonde. Et donc, c'est pour ça que ce qui s'est ouvert est très dangereux en termes de réaction. Donc, très clairement, c'est l'Iran qui a décidé de frapper Israël dans le contexte d'une manière inédite. Et donc, il nous faut à la fois être aux côtés d'Israël pour assurer sa protection au maximum, mais appeler à une limite pour éviter l'escalade. Voilà donc le guignol qui se dit médiateur et en même temps dit qu'il faut assurer la protection maximale d'Israël. Donc c'est un médiateur totalement partisan d'un seul camp, Israël, et qui bien sûr n'est plus du tout neutre. Et que pense-t-il de la protection du peuple palestinien, des milliers d'enfants palestiniens qui meurent sous les bombardements israéliens? Il s'en bat les steaks ou quoi? Allez, on repasse à Dominique de Villepin. Mais Israël visait des cibles militaires, visait des hauts gradés iraniens impliqués dans des attaques contre son État. C'était pas une attaque contre une ambassade, c'était une attaque contre des cibles militaires. Vous avez raison, aussi. Mais nous sommes dans une enclave diplomatique. Tout Iranien peut être considéré, dès lors qu'il est gardien de la révolution, comme un ennemi d'Israël, et alors on est fondé systématiquement à frapper tout le monde, partout, tout le temps. Donc il faut savoir distinguer selon les situations, et c'est en ça que le principe traditionnel historique de la dissuasion, il introduit le paramètre de la proportionnalité et de la mesure, c'est-à-dire d'une escalade qui se fait étape par étape. Avec Israël aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette logique. Israël veut éviter toute mise en cause de ses intérêts, de son territoire, de sa population. Donc elle est amenée à surréagir par rapport à un certain nombre de situations. Et oui, surréagir et de manière totalement disproportionnée, car le gouvernement israélien sait qu'il a les États-Unis derrière son dos pour les protéger. Alors c'est un carnage, c'est un Armageddon en roue libre totale pour le gouvernement israélien. Et retour sur l'atrophié de la conscience. J'ai entendu les Iraniens, tout de même quelle folie, quel culot et quel détachement des réalités il faut pour dire cela. Dire hier, voilà, on a répliqué... L'affaire est close. L'affaire est close. Écoutez, vous envahissez un pays par le ciel. Vous prenez toute une population sous la terreur et en otage, et puis vous dites c'est terminé. Non, c'est évidemment pas terminé. Et que dire d'Israël qui occupe illégalement les territoires palestiniens et terrorise la population, tue des femmes, hommes, enfants, les mutile? On s'en fout, c'est pas grave. Que dire aussi des dizaines de milliers de juifs en Israël et dans le monde entier qui protestent contre le gouvernement illégitime de Netanyahou pour le faire démissionner? C'est quoi? C'est des juifs antisémites, complotistes, d'extrême droite, ou simplement des gens avec du bon sens et une conscience? Je vous laisse choisir et écoutez. Quand je dis l'incident est clos, ce sont les termes qui ont été employés dans un communiqué de l'Iran. Ça signifie que le régime iranien avait l'intention de se venger, c'est fait, mais n'a pas l'intention de rentrer en guerre. Alors, tout dépend de la réaction israélienne. Les gardiens de la révolution qui ont lancé cette vaste attaque avec l'utilisation de centaines de drones et de missiles de précision et d'attaques balistiques contre Israël ont publié un communiqué dans la nuit en mettant en garde Israël mais aussi les États-Unis. Dans ce communiqué, les gardiens disent que si jamais Israël décidait de réagir et de riposter à l'attaque qui a été menée dans la nuit, à ce moment-là, la réponse de l'Iran sera encore plus dure, avec des missiles encore plus puissants qui seront lancés contre Israël. Donc c'est une menace très claire. Un avertissement identique a également été lancé par les gardiens de la révolution aux États-Unis. Les gardiens affirment donc en s'adressant à Washington que si jamais les États-Unis se mettaient aux côtés d'Israël pour attaquer les intérêts iraniens ou le sol iranien, à ce moment-là, tous les intérêts américains et les bases américaines dans la région seront des cibles légitimes et l'Iran s'en prendrait à ces cibles, notamment par exemple en Irak ou en Syrie. Il y a aussi de nombreuses bases militaires américaines dans les pays du Golfe Persique, dans les monarchies
du Golfe Persique. Donc tout cela constituerait des cibles potentielles pour l'Iran. Donc ce sont deux mises en garde très claires. Et d'ailleurs, il y a un panneau qui a été affiché cette nuit, un panneau en hébreu sur la place Palestine de Téhéran, sur lequel on peut voir, donc en s'adressant en hébreu aux Israéliens, si jamais vous attaquez l'Iran, eh bien notre réponse sera encore plus dure que celle que vous avez reçue cette nuit. Ouais, donc évidemment, ce qu'il faut pour des personnes censées, c'est trouver la voie de la paix pour une désescalade des tensions. Et la première des tensions, c'est bien évidemment le massacre en cours à Gaza. Juste, Ruth, sur le sujet de la retenue, les critiques étaient nombreuses aussi, notamment du côté américain, sur ce qu'il se passait à Gaza. Donc, c'est dans ce contexte-là aussi que ces appels à la retenue sont faits, parce que les critiques de Joe Biden à l'égard de Benjamin Netanyahou étaient très nombreuses ces dernières semaines. Ces critiques étaient injustes. Quand j'entendais Joe Biden sommer Israël de laisser passer l'aide humanitaire, l'aide alimentaire. L'aide alimentaire, elle passe depuis la fin octobre. Depuis le 27 octobre, vous avez des dizaines, des centaines et aujourd'hui 500 camions d'aide alimentaire. Avec très peu de camions dans les premières semaines. Le rythme normal d'avant le 7 octobre, c'est 500 camions à peu près. On y arrive, là. On était à quelques dizaines de camions. Le rythme normal, c'est 500 camions qui passaient les checkpoints, pas d'aide alimentaire. 500 camions de tout, y compris de ciment, de matériaux de construction. Il y avait 500 camions qui commerçaient, en effet. Aujourd'hui, vous avez, dès le 27 octobre, vous aviez 100 camions d'aide alimentaire qui passaient. C'était pas nul. Écoutez-moi, ce gars, 100 camions d'aide alimentaire autorisés par Israël pour 2,5 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza, c'est pas nul. Mieux vaut que je me taise, sinon les insultes vont commencer à fuser contre ce troublion. Et on va passer à l'excellent Xavier Moreau, auteur et directeur de Stratpol. Écoutez, tout ça, on peut faire que des hypothèses, mais tout ça me paraît quand même d'une escalade contrôlée, c'est-à-dire que ce que Washington n'a sans doute pas approuvé, c'était la destruction le 1er avril du consulat iranien à Damas, et à partir de là, évidemment que l'Iran ne pouvait que riposter, de la même manière que l'Iran avait riposté en 2020 lorsque le général Soleimani avait été assassiné par Washington. Et donc là, ça avait entraîné donc une riposte iranienne mesurée sur une base, si je me souviens bien, une base américaine en Irak. Donc là, c'est pareil. L'Iran ne pouvait pas faire autre chose que de riposter, l'a fait. Alors c'est une rupture du point de vue international, parce que c'est la première fois qu'un pays ose attaquer directement Israël, qui était sous la protection occidentale. Donc déjà c'est fort de symbole. Mais cela dit, la frappe iranienne a été prévenue depuis 2-3 jours. Donc Israël a eu tout le temps de se préparer. Pour moi, ce qui me paraît le plus impressionnant, c'est, si on en croit d'ailleurs les sources israéliennes, c'est-à-dire que l'Iran a envoyé autour de 300, 400, 500 drones et missiles, donc des drones, majoritairement des drones qui valent $20 000 pièce, et qu'il a fallu $1 milliard pour Israël, les États-Unis et Londres, a priori, pour les intercepter. Donc, à mon avis, la principale frappe de l'Iran aujourd'hui, c'est au porte-monnaie. Et incontestablement, les Occidentaux ne peuvent pas se permettre plusieurs frappes comme ça, même si elles sont finalement résultats assez limités sur le territoire israélien. Et oui, clairement, 1 milliard d'euros par nuit pour la défense d'Israël contre seulement 300 drones et quelques missiles balistiques. Ça va faire très très mal au budget d'Israël si ça continue. Et écoutez, encore le corneau va en guerre. Par exemple, la Russie appelle à une forme de retenue, en tout cas le ministère des Affaires étrangères. Mais est-ce qu'on a en face de nous un axe constitué, organisé, ou est-ce que on peut penser que l'Iran a joué un peu perso hier soir ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Évidemment pas. Perso, sûrement pas. Axe, évidemment, oui. Moi, c'est ce que j'essaie de démontrer depuis des quelques années maintenant. Vous avez pas l'histoire de Sud global et tout ça. Ça, c'est des faux concepts. Vous avez un axe, Iran, Russie, nostalgique du califat sunnite, Turquie, plus en arrière de la main, mais quand même dans cet axe, et Chine,
en bas. Aussi en arrière un peu de la main. En arrière de la main, mais c'est la Chine qui nourrit le régime iranien financièrement, c'est la Chine qui permet au régime de Poutine de survivre, et vous avez là un axe de fer qui s'est constitué ces dernières années et dont les cibles sont les Kurdes, Israël, l'Ukraine, derrière le mode de société qu'incarne l'Union européenne et les États-Unis. On est dans une vraie guerre mondialisée. Voilà une vraie guerre mondialisée entre l'axe du bien et le grand méchant loup, l'axe du mal. Et bien sûr, c'est eux, l'axe du bien, l'OTAN qui protège le monde de manière bienveillante. Cette OTAN qui est à l'origine de 95% des guerres dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Le fameux axe du bien qui détruit pays après pays, qui détruit des cultures ancestrales et des millions de vies humaines. Comme tout le monde le sait, maintenant, l'OTAN est l'origine du chaos mondial. Et écoutons Hubert Védrine remettre en place un pseudo-journaliste. C'est quand même une menace réelle pour Israël. Mais ils ont tout fait ces derniers jours, comme ils s'attendaient à quelque chose après l'attaque israélienne. Faut que vous le disiez aussi, ça. Attaque israélienne, le 1er avril, sur le consulat d'Iran à Damas. Il me semble que c'est sous contrôle, là. Donc je dis un peu le contraire de ce que j'entends. Je pense pas que c'est dépasser le genre de réaction auquel les Israéliens s'attendaient et qu'ils ont dû préparer. C'est normal que des gens aient peur, c'est normal, hein, bien sûr, par rapport à ça. Tout de même, Hubert Védrine, c'est la première fois dans l'histoire que l'Iran lance une attaque de drone contre Israël. C'est un événement quand même majeur et qui suscite l'inquiétude générale des États-Unis à l'Europe. Ils ne pouvaient pas le faire, bien sûr. Enfin, les drones sont employés un peu partout. Non, mais c'est une attaque directe d'Israël contre l'Iran. Enfin, vous me demandez mon avis, je vous donne mon avis. Non, mais c'est la première fois. Comment vous réagissez? C'est la première fois que l'Iran lance une attaque directe. Vous allez répéter ça 20 fois, mais... non, mais j'aimerais avoir votre réaction. Je l'ai déjà dit. Je pense que ça reste sous contrôle. Donc mon impression quand je vois, je vous écoute, je regarde, il me semble que ça ne dépasse pas ce à quoi les Israéliens devaient s'attendre après avoir attaqué le consulat d'Iran à Damas. Est-ce que vous dites c'est que selon vous, les Israéliens ont eu le temps de se préparer à ce type d'attaque? Bien sûr, ils vont pas répéter le manque de préparation relative au moment des horaires du 7 octobre. Donc ils savent ça très bien. Alors vous avez remarqué comment la propagande pro-israélienne battait son plein sur cette chaîne, comme tant d'autres. Et écoutez ici Truchot. L'Iran appelle les Occidentaux à apprécier sa retenue face à Israël plutôt que de l'accuser. On a l'impression quand même que ils sont assez fragiles, les mollahs iraniens. C'est-à-dire que ils répliquent, mais ils préviennent 48 heures avant. Et puis là, maintenant, ils disent voilà, ça suffit, stop, on arrête de se bagarrer. Ce qui est pas quand même un aveu de puissance très très fort. Non, parce que là, ce qu'a fait l'Iran, c'est nous faire croire qu'en fait, qu'ils ont été dans la retenue. Non, je pense que l'Iran sait très bien, malgré la peur qu'on a, qu'effectivement, ils puissent avoir l'arme nucléaire, ils n'ont pas les moyens militaires d'attaquer Israël et de subir exactement, de subir une riposte. Oui, aujourd'hui. Mais le nucléaire, pourquoi ils accélèrent? Oui, non, mais bien sûr, mais pour avoir les moyens de gagner cette guerre. Ils n'ont pas les moyens. Que tu détruis celui qui veut te détruire. Joël. Alors voilà, comment ces deux gars ricanent sur une troisième guerre mondiale qui pourrait bientôt commencer. Une guerre mondiale, c'est juste des millions de morts, des civils, des enfants, des femmes, des hommes, toutes ces vies humaines détruites par une poignée d'imbéciles accros au pouvoir de l'argent et de la destruction. Et ces gens ricanent à plein poumon à l'antenne. Écoutons ensuite l'excellente Juliette Dago les remettre en place de la manière la plus sage possible. Il y a quand même dans cette époque quelque chose qu'on oublie, qui est la sagesse. Voilà. Et la sagesse, c'est de se dire que même quand j'ai tous les droits, je les active pas comme ça en même temps. Là, j'ai le droit de riposte sur le Hamas, et donc c'est ce qu'ils font, ils le font massivement, d'accord? J'ai aussi le droit de riposter contre l'Iran, mais je vais avoir la sagesse de me dire, est-ce que ça vaut le coup d'aller, en plus de se battre contre le Hamas, d'aller déclencher encore un conflit avec l'Iran? Et d'ailleurs, tu vois bien que les États-Unis, qui sont quand même pas le pays le moins va-t-en-guerre de cette guerre, même s'ils se sont quand même calmés, ne veulent pas suivre Israël dedans. Donc ils les ont. Oui, mais d'accord, mais parce qu'en fait, tu vas pas déclencher des feux partout. Donc, je crois que pour le peu de dégâts, heureusement d'ailleurs, ils ont eu le peu de dégâts, tu peux t'arrêter là et avoir la sagesse de se dire oui, bien sûr, j'aurai le droit de riposter. Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi, ils en ont le droit. Mais est-ce que c'est à propos? Non, ça ne l'est pas. Alors vraiment, un très grand bravo à toi, Juliette, pour cette remise en boîte très très sage de ces deux troublions. Vraiment, chapeau bas. Et écoutons de suite Bertrand Badi, spécialiste des relations internationales. Est-ce que vous avez été surpris, vous, par la forme de cette attaque de l'Iran qui avait prévenu qu'il y aurait des représailles à la frappe de son consulat en Syrie il y a 2 semaines?
semaines. Surpris, non. D'ailleurs, personne ne pouvait l'être, puisque ça fait 3 jours qu'on nous annonce une attaque de ce genre, et que de toute manière, face à une attaque du style de celle menée par Israël contre le consulat iranien à Damas, l'Iran ne pouvait pas ne pas réagir. Alors, à partir de cela, il s'est créé un jeu triangulaire que l'on est en train d'observer en direct. L'Iran, qui a tout fait pour qu'il ne se passe pas grand-chose dans la riposte, mais qui déclare que ce qui s'est passé est important et décisif, ce qui lui permet éventuellement de quitter la scène. Israël, qui a tout fait pour qu'il ne se passe rien, mais qui crie très fort qu'il s'est passé de très grandes choses pour éventuellement continuer dans l'escalade. Et enfin, le troisième acteur, les États-Unis, qui disent qu'il se passe beaucoup de choses et que cette constatation ouvre une nouvelle séquence dans les relations internationales. Est-ce que ça veut dire, pour être sûr de vous avoir bien compris, qu'on est dans une forme de paradoxe, à la fois une escalade manifeste, mais une retenue généralisée ? Généralisée, je ne sais pas. Il y a une retenue évidente du côté de l'Iran. Le type d'attaque tel qu'on l'a vu se dérouler cette nuit, le fait de prévenir, était attendu, et un type d'attaque dont l'Iran savait très bien qu'Israël avait tous les moyens de la parer. Donc, effectivement, il n'y avait pas de volonté d'escalade du côté de l'Iran, qu'il n'y a aucun intérêt. Si l'Iran s'intègre dans une guerre généralisée dans la région du Grand Moyen-Orient, elle n'en tirera que des effets négatifs. Côté Israël, c'est différent. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que côté Israël, on sait depuis fort longtemps, et pas seulement depuis le 7 octobre, qu'il y a une volonté délibérée de saisir une occasion pour mettre fin au programme iranien, au programme nucléaire iranien. Et là, la grande question qu'on doit se poser ce matin, est-ce que c'est l'aubaine attendue? Est-ce que c'est le prétexte désiré pour lancer une attaque de plus grande ampleur? Ça, c'est les jours à venir qui nous le disent. Alors donc, le plan éventuel d'Israël serait une attaque de très très grande ampleur sur l'Iran, et écoutons le général François Chauvency. L'enjeu d'abord, c'est de frapper des cibles militaires et pas des cibles civiles. Ça semble évident, mais ça évite, je dirais, toute exploitation sur des frappes aveugles qu'aurait pu commettre l'Iran. Donc déjà, c'est des cibles militaires. Ensuite, c'est des cibles où il y a du matériel. J'ai entendu dire aussi que un certain nombre d'avions qui avaient bombardé au Liban étaient partis de l'une de ces bases, me semble-t-il. Donc c'est aussi une manière de représailles, en quelque sorte. Et puis moi, je trouve quand même, et je maintiens qu'il y a une relative modération dans cette attaque généralisée par l'Iran. Le but, c'est de marquer un profond mécontentement, de sanctionner ce qu'a fait Israël. Il ne faut pas l'oublier. Israël a frappé une enceinte consulaire, donc protégée par le droit international. C'est du territoire iranien, par construction, par le droit. Donc il fallait bien marquer le coup. Et puis je pense aussi qu'il y a sans doute peut-être des échanges qui ont eu lieu, notamment entre les Américains et les Iraniens. On ne peut pas l'exclure, à mon avis, aujourd'hui, pour justement ne pas dire qu'on va trop loin. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas eu ces échanges, parce que quand même, depuis, on voit que l'attaque, j'ai pas de source, l'attaque est modérée. Hypothèse. Elle est modérée et elle a une efficacité visuelle, à mon avis, suffisante pour montrer que l'Iran a été capable de frapper Israël. Et oui, l'attaque visiblement était une attaque très modérée dans le but de riposter, mais sans entraîner l'escalade des tensions. Je rappelle qu'il n'y a eu aucun mort en Israël et que les attaques visaient des bases militaires responsables de la destruction de leur consulat. Et écoutez, de suite, un ministre israélien, j'ai nommé le député français Meyer Habib, après certainement un apéro très arrosé. Un minuscule pays, 24 000 km², attaqué sur 6 fronts. Un jeune berger massacré en Judée-Samarie, le Liban, le Hamas, les Houthis, le seul État juif. Que se serait-il passé si jamais les défenses d'Israël, avec l'aide des États-Unis, n'avaient pas fonctionné? Ces centaines de missiles qui tombent de façon aléatoire sur un territoire, les écoles sont fermées aujourd'hui. À la fois, question qui se pose, on aura l'occasion d'en discuter. Que se serait-il passé si jamais l'Iran était arrivé à la bombe nucléaire alors qu'on sait qu'elle est à quelques mois? Il y a une immense inquiétude. Ça a fonctionné. On pourrait se dire aussi
Quel dommage que c'est pas aussi bien fonctionné le 6 octobre. Oui. Mais la réponse d'Israël va être très forte, elle va être dissuasive, elle va être disproportionnée, parce que c'est la seule chose que en face ils peuvent comprendre, c'est-à-dire l'Iran aujourd'hui, qui est le plus grand ennemi d'Israël, qui est derrière le Hamas, qui est derrière le Hezbollah, qui est derrière les Houthis, et qui veut avoir l'arme nucléaire, n'est pas un danger pour Israël. C'est un danger pour nous ici à Paris, c'est un danger pour l'Europe, c'est un danger pour le monde libre. Il faut que le monde le comprenne, et je ne sais pas quelle va être la réaction d'Israël, mais j'imagine qu'elle va être très forte. C'est ce qu'a confirmé Israël Katz, le ministre des Affaires étrangères, et pour bien connaître le Premier ministre israélien, aujourd'hui, c'est pas les paroles, c'est les actes. Voilà, et donc selon ce va-t-en-guerre mystique, il faut qu'Israël ait une riposte totalement disproportionnée. Et bien sûr, si c'est le cas, l'Iran répondrait à son tour. Ce n'est pas la première fois que Téhéran menace Tel Aviv, mais l'avertissement est cette fois particulièrement détaillé, en jeu dans cette nouvelle tentative d'intimidation diffusée par la chaîne de télévision publique iranienne, les sites nucléaires de la République islamique. Si Israël les attaquait, il faudrait seulement 7 minutes avant le lancement des missiles des gardiens de la Révolution. Un premier tir, immédiatement suivi d'une seconde salve qui achèverait de raser Tel Aviv, capitale économique, deuxième plus grande ville d'Israël. Cette vidéo diffusée le 17 décembre a été signalée lundi par le groupe de surveillance Middle East Media Research Institute. Le présentateur y décrit la façon dont l'Iran répondrait à une attaque et détruirait en quelques minutes les cibles israéliennes. Supposons que les avions de chasse israéliens parviennent à atteindre le site nucléaire de Natanz en un seul morceau. Même s'ils parvenaient à quitter le ciel iranien en toute sécurité, la question est de savoir si, à leur retour, il y aura encore une base où ils pourraient atterrir. En plus de Tel Aviv, la ville de Dimona, qui abriterait le site de production d'ogives nucléaires d'Israël, est elle aussi menacée. Dans le clip, le narrateur Younes Sheldoum mentionne les exercices récemment organisés avec les États-Unis pour simuler une attaque contre l'Iran. Ces nouvelles invectives iraniennes interviennent à un moment où Israël communique abondamment sur son niveau de préparation face à la menace provenant de Téhéran. Ce mardi, lors d'une conférence à l'Institut des études de sécurité nationale, le chef d'état-major israélien Aviv Kochavi a mis en avant les avancées de Tsahal dans sa stratégie défensive contre l'Iran. Et bien sûr, à ce moment-là, nous rentrerions officiellement dans une troisième guerre mondiale et écoutons le général Israël Rolik Shafir, ancien pilote de chasse de Tsahal. La question, ce n'est pas comment et quand, mais si. Est-ce qu'Israël va réagir? Mon évaluation, c'est que non. Parce que une telle réaction, nous ne voudrons pas la faire sans coopération étroite avec nos partenaires, les États-Unis et même la Jordanie qui a coopéré avec nous, et quelques États européens. Les États-Unis ont déjà dit qu'ils ne soutiendraient pas une réaction israélienne et ne réagiraient pas à une réaction. Et donc, c'est nous dire n'attaquez pas les Iraniens. En fait, cette attaque s'est écrasée sur la réaction israélienne, la protection israélienne. Donc, ils ont permis surtout de mettre en place une coalition extraordinaire contre les Iraniens, puisqu'ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif et à toucher Israël. Alors bon, en même temps, l'Iran a-t-il vraiment cherché à toucher Israël? Non, je le pense pas, mais c'est mon opinion. À mon avis, c'est juste un avertissement. Et écoutez. Est-ce que nous pouvons attendre que les Américains nous disent si vous avez réagi sans coopération avec nous, on ne va pas vous aider ni vous protéger la prochaine fois. Il faut se souvenir que nous avons besoin de ce partenariat pour continuer plus avant. Donc, toute action sans coordination avec nos partenaires peut en fin de compte nous rendre perdants. Donc c'est très important de savoir s'y réagir. L'Iran est beaucoup plus grand qu'Israël du point de vue territorial. Et donc, ils ont déjà prouvé une capacité de résistance. Ils se sont battus quand même 8 ans contre les Irakiens avec des millions et des millions de morts. Avec 1 million de morts. Et donc, eux, ils peuvent tenir. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On est encore en guerre à Gaza, on est encore avec le Hezbollah au nord, avec les Houthis au sud. Ah, maintenant, un nouveau front face à l'Iran?
Non, ce ne serait pas logique. Et je pense que les dirigeants israéliens sont assez responsables pour bien comprendre cela. Alors malheureusement, je ne sais pas si c'est le but du gouvernement israélien, mais les peuples risquent de s'entretuer pour la folie d'une poignée de va-t-en-guerre comme le suivant l'avocat et ancien magistrat Olivier Pardo. L'Iran est l'ennemi de tout l'Occident. Il est d'abord l'ennemi d'Israël, mais il est l'ennemi de tout l'Occident. Il est derrière un nombre considérable d'attentats, il est derrière un nombre considérable d'organisations terroristes qui agissent également en France, ailleurs, et toujours la main de l'Iran est là. Aujourd'hui, l'Iran s'est dévoilé, c'est la première fois qu'ils attaquent directement Israël, et on a vu que le monde occidental, nos alliés traditionnels, et notamment la France, étaient là. Moi-même, j'ai reçu des messages de soutien de personnalités françaises de premier plan, ce qui fait chaud au cœur à ce moment-là, alors qu'il y avait une incompréhension dans notre lutte aussi existentielle contre le Hamas, mais c'est moins compréhensible pour la France que cette confrontation avec l'Iran, qui encore une fois est le véritable ennemi de toutes les démocraties et de tous les pays occidentaux. Alors plutôt que de chercher la paix, ils ne font qu'engendrer la haine de l'autre, la détestation, la division, le conflit et la guerre. Bref, on retourne au café du commerce maintenant. Guerre, mais c'est pas simplement Israël qui est en guerre. C'est tout l'Occident, c'est tout le monde libre. Et si jamais l'Iran obtient l'arme nucléaire, c'est pas simplement un danger pour Israël, c'est un danger pour le monde libre. Leur objectif, c'est d'islamiser le monde. Faut pas qu'il y ait de malentendus là-dessus. Est-ce que vous appelez à la création d'une grande coalition internationale pour répondre à cette attaque de l'Iran ? Bien évidemment, pour répondre clairement à cette question, j'attends à ce que tous les pays démocratiques et mon pays, la France, soient aux côtés d'Israël totalement, c'est-à-dire d'abord moralement au niveau de la réaction, au niveau des opinions publiques, voire, je ne sais pas si c'est ce qu'Israël demande, pourquoi pas au niveau il s'agit d'intercepter des drones, etc. Et je crois qu'Israël n'a même pas demandé à l'époque, même si le président avait parlé d'une coalition internationale sur la base de ce qui s'était passé avec Daesh. À ce stade, je ne crois pas que l'État d'Israël nous ait demandé d'envoyer des troupes, et je ne crois pas que ce soit la question pour l'instant. Par contre, bien évidemment, si la France veut aider la Grande-Bretagne, les États-Unis l'ont fait, ça c'est certain. Je ne sais pas, la Grande-Bretagne, vous avez écouté la déclaration de Benjamin Netanyahou, il a remercié les États-Unis pour leur soutien militaire et pour le soutien, on n'a pas précisé quoi, de la France et de la Grande-Bretagne. Donc acte. Maintenant, ni moi, ni vous à ce stade, je me suis entretenu avec Benjamin Netanyahou vendredi, je ne l'ai pas eu hier, et j'imagine que il faut attendre. Israël ne peut pas ne pas réagir. Pour connaître Netanyahou depuis 32 ans, c'est un de mes amis les plus proches. Son obsession, c'est l'Iran. Pas parce que c'est une obsession, parce qu'il y a un danger existentiel contre l'État d'Israël. Ouais, donc ce député de la République française, bien arrosé, est un ami très proche de Netanyahou, selon ses dires, et veut que la France soutienne moralement et militairement Israël à riposter contre l'Iran pour sa riposte qui a fait 0 mort, je le répète, en Israël. Ça va être très très dur de convaincre. Et écoutez ce que dit l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak. Ehud Barak, je vous ai bien entendu, vous avez parlé de certains ministres messianiques, vous avez dit messianiques et racistes, c'est ça? C'est les mots que vous avez utilisés? Oui, c'est ce qu'ils sont. Netanyahou est sous l'influence de ses ministres pour protéger sa place au pouvoir. Il ne veut pas perdre le contrôle du pays. Donc, il devient une sorte d'esclave de ses ministres esclavagistes. Et ils ont une influence énorme sur lui. Il ne devrait pas l'avoir. Et on le force à faire un choix binaire. Il ne peut rien accepter d'autre. Et notre choix, le bon choix stratégique, c'est de travailler aux côtés des Américains. Et à l'opposé, il y a ces ministres qui lui demandent de déclencher une escalade pour accélérer la venue du Messie. Et ce n'est pas une manière saine de générer une stratégie saine pour un État comme Israël dans un environnement hostile et complexe. Alors si un lanceur d'alerte
Alerte Lambda avait dit ça, on l'aurait traité de complotiste, d'antisémite. Mais là, on parle de l'ancien Premier ministre israélien et donc ses paroles deviennent d'un seul coup beaucoup plus crédibles car il connaît très très bien cet environnement, les lieux de pouvoir en Israël. Et donc, il nous dit que ces gens-là sont en train de pousser à la guerre pour suivre des prophéties et d'obtenir le retour du Messie. Et donc, ils veulent une grande guerre pour réaliser leurs prophéties. Comme disait ma grand-mère, j'ai les bras qui m'en tombent. Et écoutez, un autre va-t-en-guerre. L'Iran a appelé les États-Unis à rester à l'écart, mais on l'a vu, là, Joe Biden s'est entretenu il y a un moment avec Benjamin Netanyahou. Donc, Biden n'a pas l'intention de rester à l'écart et d'écouter l'Iran. Il n'est absolument pas question pour que les États-Unis se mettent à l'écart, quelles que soient les difficultés que Biden et Netanyahou ont eues dans les derniers temps. C'est certain qu'une agression comme celle qui vient de se produire a balayé un peu tous ces obstacles préalables et que vraiment, évidemment, la solidarité américaine vis-à-vis d'Israël reste totale, intégrale. Voilà donc, selon lui, les Américains vont soutenir Israël. Et écoutez un autre convaincu en 2 mots. Ah oui, mais ils ont fait, mais c'est la raison pour laquelle, contrairement à ce que vous sembliez dire peut-être tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle vous verrez que l'Amérique ne lâchera pas Israël dans la phase suivante. Parce qu'Israël va riposter, Israël doit riposter, Israël doit faire en sorte que ça ne se reproduise pas avec cette fois-ci des ogives nucléaires, et vous verrez que l'Amérique sera derrière Israël. Et vous verrez que les avions ravitailleurs américains, parce qu'il faut des avions ravitailleurs américains pour arriver jusqu'en Iran, pour que les chasseurs israéliens, vous verrez qu'ils seront au rendez-vous. J'en prends le pari ce midi. Voilà donc, selon ce parieur atrophié, les Américains vont suivre le gouvernement israélien dans cette attaque massive de l'Iran. Alors, écoutons. Barak David, qui travaille pour Axios, auquel un responsable de la Maison-Blanche s'est confié, c'est que le ton de Joe Biden, du président américain, était un ton très ferme avec le Premier ministre israélien. Le président américain a voulu dire au Premier ministre israélien un message à la fois de soutien, mais en même temps un avertissement. Les États-Unis sont toujours derrière Israël, les États-Unis soutiennent Israël, mais selon, encore une fois, Barak David, qui rapporte les propos du président américain à Benjamin Netanyahou, le président américain aurait dit à Benjamin Netanyahou « Attention, nous ne voulons pas d'attaque israélienne en Iran après ce qui s'est passé ce soir. » C'est cela qu'il faut retenir de la conversation entre le président américain et le Premier ministre israélien. Donc ça veut dire que Washington soutient Jérusalem et soutient la sécurité d'Israël, mais en revanche, les États-Unis n'interviendront pas en cas de riposte. C'est ce que l'on retient. Alors c'est un peu plus compliqué que ça parce que les États-Unis sont déjà intervenus cette nuit. Comme vous le savez sans doute, on sait que des avions américains ont aidé les Israéliens à intercepter des drones, une opération conjointe avec des avions britanniques, mais aussi avec des avions jordaniens, avec sans doute aussi des avions saoudiens. Donc les Américains, encore une fois, sont militairement main dans la main avec Israël. Le ministre de la Défense israélienne a parlé avec le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, 2 fois au cours des dernières heures. On ne sait pas la tenue des propos, mais en même temps, les États-Unis ne veulent pas un élargissement du conflit. Et la peur américaine, lorsque vous parlez aux militaires, mais aussi aux diplomates, c'est que les Israéliens ripostent et que d'un seul coup, la crise soit extrêmement massive. Joe Biden aurait été très précis avec Benjamin Netanyahou pour lui dire, voilà, pour le moment, vous avez gagné. Pour le moment, Israël a intercepté 99% des drones et des missiles. Pour le moment, il n'y a pas eu de perte en Israël. Je vous demande de ne pas riposter massivement à ce qui s'est passé au cours des dernières heures. C'est en tout cas encore ce que les communicants de la Maison-Blanche ne cessent de dire à nos confrères d'Axios, mais aussi il y a quelques secondes à nos confrères de CNN. Là, on sent que leur plan rencontre quand même quelques accros. L'armée américaine ne peut pas être déployée en Ukraine et maintenant en Iran. Mais comment c'est possible? Y aurait-il quelqu'un derrière tout ça? Il y a quelqu'un qui sait quoi? Scooby-Doo, Mystère et Boule de Gomme. Allez, on retourne au bistrot. Israël, aujourd'hui, aucun pays, je crois, au monde n'a eu, je ne suis même pas sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans une période de temps aussi limitée, un nombre aussi important de tonnes, de centaines de tonnes de missiles qui s'abattent sur un pays. Alors on dit oui, c'est bien, mais on a eu des dômes de fer qui les ont interceptés.
Qu'est-ce que ce serait passé si on n'avait pas le dôme de fer? C'est simple, ça aurait été un carnage comme à Gaza avec des enfants tués, mutilés, traumatisés, un pays totalement détruit et en cendres. Et pour en revenir à l'Iran, comme l'a écrit l'excellent Salim Laibi, l'Iran ne bombarde pas les hôpitaux, ne bombarde pas les camps de réfugiés, ne tue pas les travailleurs humanitaires, n'a pas tué 15 000 enfants israéliens, ne cible pas les travailleurs de l'ONU, ne bombarde pas les écoles et les lieux de culte. Tout ça, c'est le gouvernement israélien qui fait tout ça à la Palestine. L'Iran, eux, riposte de manière modérée avec 0 mort au bombardement de son consulat à Damas qui a tué 16 Iraniens. Et vous pensez quoi de tout ça? Qui est disproportionné dans ces attaques, dans ces ripostes? Laissez-moi s'il vous plaît dans vos réponses dans les commentaires ci-dessous. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.